Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que beaucoup de gens ressentent au quotidien, sans forcément mettre des mots dessus. On va ensemble démonter la mécanique du système financier. Attention, ce n'est pas une théorie du complot, c'est juste un mode d'emploi. On va partir de cette question, une question que j'en suis sûre beaucoup se posent. Pourquoi a-t-on souvent l'impression de faire du surplace, de travailler dur, sans que ça ne change vraiment la donne? Eh bien, la réponse n'est pas une question de chance ou de malchance. C'est une question de design, de règles du jeu. Alors plongeons tout de suite dans le cœur du réacteur. La toute première règle, celle qui conditionne tout le reste, c'est une différence fondamentale dans la façon d'obtenir de l'argent. Et la voilà, cette distinction essentielle. D'un côté, il y a la plupart des gens qui gagnent de l'argent, c'est-à-dire qu'ils échangent leur temps, leurs compétences contre de l'argent qui existe déjà. De l'autre côté, une minorité ne gagne pas de l'argent, elle le crée. Ce sont deux mondes qui coexistent, mais qui ne jouent pas du tout avec les mêmes cartes. Ok, mais alors comment cet argent est-il créé? La réponse est à la fois très simple et totalement contre-intuitive. Dans notre système actuel, la quasi-totalité de l'argent, c'est de la dette. On a tous cette image en tête. Une banque, c'est un endroit qui prend l'argent des épargnants pour le prêter à d'autres. Eh bien, c'est un mythe. La réalité, c'est que lorsqu'une banque commerciale accorde un crédit, elle ne pioche pas dans ses réserves, non. Elle crée littéralement de l'argent nouveau, à partir de rien, ex nihilo, par une simple ligne de code dans un ordinateur. Et attention, ce n'est pas un détail. Ce chiffre est absolument fondamental pour tout comprendre. 97% de toute la monnaie qui circule n'est pas composée de pièces et de billets. C'est de l'argent numérique, qui n'existe que parce qu'une banque a accordé un prêt un jour. Mais comment est-ce devenu possible? Tout a basculé en 1971. Avant cette date, le dollar était adossé à de l'or. Il y avait une limite physique. Mais en 1971, ce lien a été rompu. Depuis, notre monnaie est ce qu'on appelle une monnaie fiat. Sa valeur ne repose plus sur quelque chose de tangible, mais uniquement sur la confiance qu'on lui accorde collectivement. La porte était grande ouverte à une création monétaire quasiment sans limite. La conséquence logique de tout ça, elle est vertigineuse. Si la quasi-totalité de l'argent est créée à partir de la dette, ça veut dire que pour que l'argent existe, la dette doit exister. Si par magie tout le monde remboursait ses dettes demain matin, eh bien, l'argent disparaîtrait. Le système a besoin de la dette pour respirer. L'endettement n'est pas un accident de parcours, c'est le moteur. Et quel est le carburant de ce moteur? Qu'est-ce qui fait que cette mécanique tourne en permanence? C'est l'intérêt. C'est lui qui rend toute l'opération profitable. Et il faut savoir que la méfiance vis-à-vis de l'intérêt, ce n'est pas vraiment une idée neuve. Aristote, déjà à son époque, considérait que faire de l'argent avec de l'argent, sans créer de valeur réelle, c'était une activité un peu contre nature. L'économiste Mohamed Talal Lalou apporte une analyse très éclairante. On pense souvent que l'intérêt sert à compenser un risque. Mais en réalité, il ne réduit pas le risque, il le transfère entièrement. Sans intérêt, si un projet financier échoue, le prêteur et l'emprunteur partagent la perte. Avec l'intérêt, le prêteur est protégé. Le risque pèse à 100% sur l'emprunteur. Ça rend le système global beaucoup plus fragile. Et ce transfert de risque, il a un coût bien réel pour les gens. Prenons un exemple tout simple, une voiture à 30 000 euros. Une personne qui a les moyens de la payer cash la paiera 30 000 euros. Point. Une personne qui a besoin d'un crédit pour se l'offrir paiera au final bien plus cher. C'est une règle implacable. L'intérêt rend tout plus cher pour ceux qui ont le moins d'argent au départ. En fait, on pourrait voir l'intérêt comme un amplificateur. Quand tout va bien, il pousse l'économie vers le haut, il la dope, mais quand la conjoncture se retourne, il agit comme un poids mort qui entraîne tout vers le bas. Les dettes, elles, ne s'effacent pas. Résultat, les phases d'euphorie sont plus fortes, mais les crises sont aussi beaucoup plus violentes. Ok, on a la dette, on a l'intérêt, il nous manque la troisième pièce maîtresse du puzzle. L'autre conséquence directe de cette création monétaire permanente, l'inflation, l'impôt invisible. Et là, il y a un point crucial à corriger dans notre façon de voir les choses. On nous présente l'inflation comme la hausse des prix. Mais ça, c'est le symptôme, pas la maladie. La véritable inflation, c'est l'augmentation de la quantité d'argent en circulation. Quand on injecte massivement de la monnaie sans que la production de biens et de services ne suive, chaque euro perd mécaniquement de sa valeur. La hausse des prix n'est que le thermomètre qui nous montre qu'on a de la fièvre. Et ce qui rend le mécanisme encore plus pervers, c'est que cette perte de valeur ne frappe pas tout le monde en même temps et de la même façon. C'est ce qu'un économiste du XVIIIe siècle, Richard Cantillon, avait déjà théorisé. L'argent nouvellement créé est injecté à des endroits précis de l'économie. Et les premiers à le recevoir, eh bien, ils en profitent pleinement, avant que la hausse des prix ne se diffuse partout ailleurs.
Imaginez un pipeline. L'argent frais est injecté tout en haut, près des banques centrales. Il arrose en premier les banques commerciales, les marchés financiers, les grandes entreprises. C'est pour ça que le prix des actifs financiers comme les actions ou l'immobilier grimpe en premier et très vite. Le temps que cet argent ruisselle et arrive enfin jusqu'au salaire, les prix de tout le reste ont déjà augmenté. L'épargne et le pouvoir d'achat des salariés sont les derniers services. Ce graphique, il résume tout. Sur le long terme, on voit que la croissance des salaires peine à suivre celle des prix à la consommation. Mais pendant ce temps-là, les actifs financiers, eux, sont sur une autre planète. L'écart se creuse année après année. C'est une machine à polariser la richesse qui opère en silence. Le tableau peut sembler un peu sombre, c'est vrai. Mais le but ici, ce n'est pas de se démoraliser, c'est le contraire. La toute première étape pour ne plus subir le jeu, c'est d'en comprendre les règles. Cette métaphore est parfaite pour résumer la situation. Quand la monnaie dans laquelle on est payé perd de sa valeur chaque année, se contenter de travailler plus dur, c'est comme essayer de courir de plus en plus vite sur un tapis de course dont la vitesse ne cesse d'augmenter. On s'épuise pour au final rester au même endroit. Il faut donc comprendre ce que le système, par sa nature même, encourage et récompense. Et ce n'est pas directement l'effort ou le travail. Il récompense la possession d'actifs qui protègent de l'inflation, il récompense le capital déjà existant, l'accès au crédit facile et la capacité à utiliser l'endettement pour investir. Attention, ça ne veut pas dire que le travail ne sert à rien, loin de là. Ça veut dire que le travail seul ne suffit plus pour s'en sortir. Il faut donc accepter cette idée, un peu dérangeante peut-être. Le système financier n'a pas été conçu pour rendre tout le monde riche. Il a été conçu pour se perpétuer, pour être stable et pour croître, selon ses propres règles. Et ces règles sont basées sur la dette et l'inflation. La véritable richesse, la première étape vers l'autonomie, c'est d'abord la connaissance, la compréhension de cette mécanique. On ne peut pas changer les règles du jeu du jour au lendemain, mais une fois qu'on les connaît, on peut changer sa façon de jouer. Continuer à jouer sans comprendre la mécanique, c'est la meilleure façon de perdre la partie. Maintenant que le fonctionnement est plus clair, la question n'est plus « pourquoi ça m'arrive ?», mais plutôt « ok, comment je joue différemment maintenant ?» Et ça, c'est le début d'une toute autre histoire. Merci d'avoir suivi cette analyse.